L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, la menace terroriste, c'est la commémoration du 5e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. On vous demande si, selon vous, cette menace a reculé. Vous dites non à plus de 90% sur Facebook et Twitter, sur les comptes de Sud Radio. Oui. Et pour les gens qui votent, bien entendu, on en parle ce matin avec Noah Manoir, qui est délégué syndical Vigie Police, et François Bernard Huyghe, politologue et essayiste. Et vos appels au 0826 300 300. Oui, absolument. On va prendre des appels dans un instant, mais juste avant, avec vous, ici en plateau, Noah Manoir, est-ce que cette menace a reculé, cette menace terroriste ? Évidemment non, elle a muté, si vous voulez, mais elle n'a pas reculé. Les événements des récents, je dirais, le démontrent aisément. Si ce n'est qu'effectivement les surveillances sont accrues et qu'un attentat, je dirais, avec cette logistique serait plus difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que après Charlie Hebdo, quelques mois après, vous avez eu Nice, le Bataclan également, mais on voit bien que le Bataclan, du point de vue en tout cas de l'organisation logistique, du financement, c'est organisé en Belgique. Parce qu'en France, sur le territoire, les services ont quand même quadrillé le territoire. Et globalement, la doctrine, en fin de compte, des attentats a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, du point de vue en tout cas des organisations terroristes, se permettre d'effectuer des mélanges pour confectionner de l'explosif dans des laboratoires artisanaux, acheter de l'armement, parce que plus vous avez justement de chaînons dans le maillage de l'organisation d'un attentat, plus vous avez de risques justement d'être découvert. Et donc le plus simple aujourd'hui, c'est le couteau à pain, le couteau de boucherie, le couteau à huître, et puis hop. C'est une menace éclatée en fait. En fait, la menace, elle est idéologique. Si vous voulez, les gens ont bien compris, en tout cas ceux qui font allégeance à ces organisations, parce qu'il n'y a pas que Daesh, ont bien compris que ça pouvait se faire de façon totalement autonome et que finalement c'était sécurisé. C'est-à-dire que globalement, le travail en équipe est une faiblesse, parce qu'il suffit qu'il y ait un maillon faible, un coup de téléphone sur une ligne écoutée, et finalement c'est le projet qui tombe à l'eau. Donc quelque part, l'idée, c'est, vous voyez, c'est de faire un maximum de morts, de faire parler. Cette personne à Villejuif qui a poignardé des passants, il a quand même occasionné, il a monopolisé les médias pendant 1 ou 2 journées, il a fait déplacer un ministre, etc. à partir de rien. C'est-à-dire que c'était un type schizophrène avec un couteau. Donc aujourd'hui, c'est plus nécessaire du point de vue d'une organisation terroriste pour, en tout cas, faire passer un message. Oui, mais il y a une forme de banalisation aussi de ces actes. François Bernard Huyghe, parlez bien dans le micro. C'est ce que j'ai appelé la routine terroriste, par allusion à un livre d'un révolutionnaire russe dans les années 1900. C'est-à-dire, on voit effectivement, il y a plus une organisation de type Daesh qui est capable de faire venir 15 personnes de 3 nationalités, transitant avec des faux passeports, des planques, etc. Mais en revanche, avec une certaine régularité, on voit un bonhomme qui court dans la rue avec un couteau. Oui. Alors on discute pour savoir s'il a crié Allahu Akbar, s'il était dérangé ou pas. Mais enfin, ça prend une certaine régularité. Mais en même temps, c'est horrible à dire, mais on est en train de s'y habituer un peu. Mais c'est une forme de routine, ce que vous dites. L'attentat de Metz, si vous pouvez absolument prouver que c'est un attentat, puisqu'on met chaque fois 2-3 jours à bien déterminer a eu un impact très limité. Très bon. Alors, et on voit que ça se fait avec une certaine régularité. Ça tombe, on va dire, tous les 3 mois, quelque chose. C'est ça. C'est-à dire que 18... Il y a eu Harpon, quelqu'un a dû calculer, ça doit faire tous les 3 mois. Il y en a eu 18 depuis Charlie, grosso modo, c'est un acte tous les 3 mois. Depuis Charlie, dont le Bataclan qui a été énorme, et dont Nice qui a été énorme. Mais en dehors de ça, ce sont surtout des bonshommes qui courent avec des couteaux ou avec de fausses... On a eu quelques attentats pseudo-organisés, c'est-à-dire que après, il y en a un que vous n'avez pas cité, mais c'est celui de Sid Ahmed Glam, justement, celui d'Ayoub El-Kazani également dans le Thalys. Donc là, on avait de l'armement lourd, c'est-à-dire type Kalachnikov. Mais c'est une tendance qui a tendance à disparaître, parce que ça exige justement une formation militaire, des moyens financiers, c'est-à-dire qu'un Kalachnikov... Mais quand on globalement, on passe du Kalachnikov au couteau quand même. Oui, mais quand Christophe Castaner dit que depuis 2013, 60 attentats ont été déjoués, c'est quelle sorte d'attentats ? Est-ce que c'est par exemple des individus comme ça, il y a lambda, de tout, je dirais qu'il y a de tout, mais clairement, aujourd'hui, les services de renseignement sont en échec globalement, parce que sinon, on n'aurait pas ce pourcentage d'aboutissement des attaques.
Quand Monsieur Castaner fait de la communication, on sent que c'est mal maîtrisé. Hein. Très honnêtement, je vous le dis, à les yeux dans les yeux. Quand il vous parle d'un 11 septembre à la française, c'est quand même... ça. Voilà, vous avez vu quand même ce que c'était que le 11 septembre. Et là, on s'aperçoit que c'est un type qui discutait sur Telegram et qui disait qu'il voulait acheter une arme pour détourner un avion. On voyait entre le message sur Telegram et le 11 septembre, il y a quand même quelques kilomètres. Dire on a déjoué le 11 septembre à la française, c'est une plaisanterie. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle déjouer un attentat. Alors, en traînant un peu sur Facebook ou en faisant quelques interceptions, on doit trouver des tas de gens qui fantasment de faire une super attaque, y compris cyber, chimique, ou en précipitant des avions. Il y a des attentats qu'on a arrêtés avec un commencement d'exécution, c'est-à-dire des gens qui commençaient à s'armer, à préparer des projets. Alors, c'est pas pour faire un reproche, mais le problème, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que plus c'est sophistiqué, plus c'est dangereux, plus c'est facile à arrêter, parce que les gens se téléphonent, s'organisent, ont des rendez-vous. S'il s'agit... Alors, c'est jamais un bonhomme tout seul. Hein. Chaque fois qu'on dit que c'est un bonhomme tout seul, on creuse un peu, on découvre qu'il y a des gens qui l'ont encouragé. Ça, c'était le cas pour Harpon, pour la préfecture de police. Sur le moment, on dit c'est un loup solitaire, puis quelques jours après, on inculpe des gens. On s'aperçoit qu'il y avait des contacts. Voilà. Évidemment, là, quelqu'un qui prend un couteau, qui à la limite peut prendre sa décision très peu avant, qui en plus ne respecte plus les procédures. Je m'explique sur respecter les procédures. Daesh considérait qu'un attentat pouvait être fait inspiré par lui. Il était autorisé de faire un attentat en Europe, par exemple, sans forcément aller se battre en Syrie, en Irak. Et B, il distinguait ceux qui avaient fait allégeance au calife formellement. Alors, il y a des formules à dire, etc. Je ne vais pas les dire au micro, bien entendu. Et ceux qui étaient simplement inspirés. Alors, on rentre de plus en plus dans les inspirés par. Et d'ailleurs, Daesh revendique mollement ou de façon plus ambiguë. En revanche, il y a un autre problème qui fait tic-tic. C'est celui des combattants qui ont été là-bas, qui vont revenir, qu'on verra pas, qu'on n'arrivera pas à condamner, ou ceux qui seront ressortis parce que... Ou ceux qui vont faire semblant d'être repentis pour obtenir les grâces de la justice. Ils n'avaient rien compris. C'était le cas des Kouachi. C'était le cas des Kouachi, Koulibaly, etc. C'est-à-dire que Kouachi est quand même allé en prison un certain nombre d'années avec la cellule qu'on appelait Benyetou, pour justement sa participation à la filière des buts de Chaumont. Ils étaient allés en Irak combattre les Américains au moment de la deuxième guerre du Golfe. Et en sortant de prison, il y a eu une récidive. Donc, quelque part, là, tout ce beau monde aujourd'hui qui nous arrive de Syrie. Il y a des chiffres d'ailleurs sur les 1300 Français qui ont rejoint la zone irako-syrienne. 350 individus aujourd'hui ne sont pas localisés. Et aussi, ils expliquent qu'en 2022, 75% des condamnés pour le terrorisme auront purgé leur peine. Absolument, après, les peines sont relativement courtes, et sans compter, bien entendu, ceux qu'ils auront radicalisés en prison entre-temps avec leur pression. Quand on retire les femmes, les enfants, globalement, il reste une proportion d'hommes combattants, parce que là-bas, il n'y a que les hommes qui reçoivent une formation militaire. Mais la formation idéologique, effectivement, le lavage de cerveau concerne tout le monde. Et moi, je crois que c'est ça le vrai combat, en fin de compte, de la République aujourd'hui, c'est de combattre justement ce formatage, parce qu'ils ont été plus forts que nous. Il faut être réaliste. Quand le principal recruteur sur Internet, c'était Rachid Kassim, c'était l'État islamique. A pas raisonné, si vous voulez, comme les agences de recrutement européennes où on vous dit quel diplôme vous avez, quelle plus-value vous pouvez apporter à une entreprise. Ils ont pris un éducateur de rue en se disant ce type-là a tous les codes justement et tous les discours adéquats pour être entendu par la jeunesse. Et donc il a créé une chaîne Sabre de Lumière sur Telegram et il a radicalisé des centaines de jeunes et il les a poussés justement à commettre des actes. La dernière en date, c'était Inès Madani qui avait organisé l'attentat sur le parvis de Notre-Dame, qui était condamné, je crois, il y a quelques semaines. Et donc justement, ils n'ont pas compris. Nous, en France, hier, il y a quelqu'un qui a été interpellé dans le métro qui, même chose, avait une arme sur elle. C'était une femme. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Alors c'était simplement. C'est pas une preuve absolue. Non. Intégralement voilée, avec un couteau de 15 cm dans le sac. On va voir d'ailleurs s'il y a toujours aussi des réseaux derrière. Dans un instant aussi, on sera avec Alexandre Delval, qui est géopolitologue et essayiste, qui notamment a écrit ce livre sur la stratégie de conquête des frères musulmans. Les frères musulmans, on les suspecte beaucoup. Oui, mais c'est pas la même chose, mais on les suspecte d'être beaucoup en fait derrière tout ça, on le verra. Mais il y a aussi des auditeurs qui sont en ligne avec nous, Cécile. On a Lionel qui nous appelle au standard 0826 300 300. Bonjour Lionel, bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Lionel. Vous êtes en direct. Quel est votre sentiment, vous? Est-ce que la menace... la plupart des auditeurs disent non, en tout cas sur les réseaux sociaux, elle n'a pas reculé, mais elle a muté, comme disait Noam Anouar. C'est votre sentiment aussi? Exactement. Pour moi, elle n'a pas reculé du tout. Au contraire, elle s'infiltre. Moi, je dirais plutôt, on le voit de plus en plus. On a eu aussi 30 militaires, me semble-t-il, où on s'est aperçu qu'ils étaient radicalisés. Il y a eu l'attaque, évidemment, à la préfecture de police de Paris. En fait, on a stigmatisé un petit peu les gens qui pointaient du doigt certaines personnes en les traitant d'un petit peu de fascisme ou de racisme. Mais au final, on s'aperçoit que cette communauté bien précise, je parle de la minorité, je parle pas des musulmans, c'est pour ça que je voulais pas donner ce... Mais voilà, faut bien dire qu'ils attaquent au nom d'Allah, donc ça reste un islam bien précis, c'est pas tous les musulmans. Mais en faisant un petit peu cette séparation des gens, ce communautarisme qu'on voit à l'heure actuelle, a permis à ces gens de tout doucement se recréer autrement que de faire les groupes, comme on a vu avec Khalibali et autres, qui ont pu faire ces attaques abjectes sur Charlie Hebdo, sur l'hypercacher. Ce sont des gens qui maintenant, entre eux, tranquillement sur certaines cités, sur certaines mosquées, peuvent tranquillement se radicaliser et en prison également. Et donc est-ce que vous dites... Oui, c'est vrai. Lionel, vous rejoignez. Il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Il y a Nadine, par exemple, qui dit comment pourrait-elle reculer, parce que l'idéologie n'est pas combattue en tant que telle. Beaucoup trop de déni d'incompétence face à l'ampleur et la gravité du phénomène. François Bernard Huyghe. Oui, effectivement, l'inspiration idéologique continue à agir. En dépit du fait que la promesse de Daesh, à savoir de créer un califat qui allait conquérir le monde, n'ait pas été tenue, mais ils avaient prévu des arguments contre ça en disant que c'était une épreuve par Dieu. Donc l'idéologie, alors soyons bien précis, c'est une idéologie islamique, et parmi les islamiques, les salafistes, et parmi les salafistes, une certaine tendance djihadiste, et parmi les djihadistes, ceux qui reconnaissent le califat, c'est un bout de branche sur l'arbre. Cette idéologie fonctionne, et elle fonctionne sur quelque chose de très simple, c'est que elle est appuyée sur une autorité totale, la parole de Dieu interprétée d'une certaine façon. Elle vous promet le paradis. Elle vous promet, en attendant le paradis, une vie assez intense sur Terre avec plein d'adrénaline et d'action, comme dans les jeux vidéo que regardent les millénials. Et accessoirement, elle vous promet la conquête de la Terre, en gros. Évidemment, nos discours sur les valeurs républicaines, la modération et le vivre ensemble, et notre incapacité à faire de la déradicalisation sont assez faibles face à ça. Oui, Noam Anouar, vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Disons que quand je survole un petit peu le débat, je m'aperçois qu'en fait, je ne sais pas si on est écouté par la jeunesse ou pas, mais il faut faire un constat. C'est normalement la jeunesse est un peu à l'école. Oui, absolument. Oui. Alors, si vous voulez, en fait, on arrive à quelque chose de dramatique parce qu'on a eu une évolution en fait dans les événements. Ce qui s'est passé à Villejuif, c'est un type qui s'appelle Nathan Chiasson, qui est pas, si vous voulez, c'est pas de l'importation, c'est pas un islam qui vient de l'étranger, c'est pas quelqu'un qui a été formaté ailleurs, c'est quelqu'un. Voilà, vous savez, on a eu Émilie Koenig également en Syrie, donc des Bretons quelle était la probabilité au départ pour que ces gens soient endoctrinés, et qui puissent commettre des attaques, c'est-à-dire tuer, égorger leurs propres compatriotes au nom d'une idéologie, qui se trouve de l'autre côté. Qui a priori leur était étrangère. Donc du coup, il y a quand même un défi de société pour nous en tant que Français pour ramener ces personnes à la République. Et moi, je voulais justement, si vous voulez, je suis inquiet en fait de la façon dont réagissent nos autorités, parce que en tant que délégué syndical, justement, je reçois un certain nombre de fonctionnaires de police maghrébins, africains, qui depuis l'affaire Harpon sont littéralement harcelés par la hiérarchie policière, mais pas que. Il y en a aussi dans les entreprises. Il y en a. Harpon n'était pas maghrébin. Oui, tout à fait. Mais à la limite, vous voyez, c'est justement là le problème, c'est qu'on sent bien qu'il y a c'est un autre débat, mais qu'il y a une forme de racisme larvé finalement, ce qui sommeille depuis des années en France, et globalement. Tous les prétextes sont bons pour créer pour s'affronter en fait les uns les autres,
Alors qu'au départ, je dirais, le rôle de nos dirigeants serait justement d'essayer de créer des ponts et de nous rapprocher. C'est pas, c'est pas un discours niais. Mais globalement, aujourd'hui, on sent qu'on est assis sur une poudrière. Vous voyez, comment se fait-il qu'un type qui s'appelle Nathan, qui a 22 ans, qui a tout l'avenir devant lui, un jour décide de prendre un poignard et d'aller tuer des gens au hasard dans la rue, et finalement décide de mourir, d'aller affronter les forces de l'ordre. Vous voyez, il y a un moment, il va falloir remédier à ça. On ne va pas pouvoir accepter ça tous les jours et toutes les semaines. Merci, on va poursuivre dans un instant. Merci Lionel de nous avoir appelé. Et Cécile, on va continuer avec des réactions. Et puis, on se retrouvera. Je reviendrai avec des réactions au 0826 300 300 et continuer de commenter sur les réseaux sociaux. On lira vos messages. On revient tout de suite. 9h40. C'est le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h49 et c'est la suite de notre débat ce matin avec Noah Manoir qui est délégué syndical Vigipolice et François Bernard Huyghe qui est politologue et essayiste. Et nous avons en ligne Alexandre Delval qui est géopolitologue et essayiste, co-auteur du livre Le Projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde aux éditions L'Artilleur. Et j'en profite pour lire d'ailleurs ce message de John qui nous dit « Aucune mesure n'est prise pour endiguer la menace et les attaques terroristes islamistes. Les frères musulmans, reconnus comme une secte aux USA, sont interdits. En France, ils reçoivent des subventions pour leurs associations afin de continuer à islamiser notre pays. » Ça, c'est ce que vous dites également dans votre livre, Alexandre Delval. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, je me rappelle un jour, sur un plateau, quelqu'un était indigné parce que j'avais parlé des racines djihadistes des frères musulmans, que cette personne qui apparemment les ignorait parfaitement, considérait comme l'islamisme modéré avec lequel on peut faire des compromissions, voire des accords pour une Pax Islamica dans les banlieues, mais c'est une véritable folie. Et dans ce livre, Le Projet, que j'ai écrit avec un spécialiste qui a d'ailleurs infiltré les frères musulmans au Qatar et en Égypte et qui les connaît très bien, on a aussi des interviews de cadres des frères musulmans et on a repris aussi beaucoup de textes de Hassan el-Banna, le créateur de cette organisation, de Saïd Qutb, qui est enseigné librement dans plein de mosquées en Europe, Saïd Qutb, qui était l'aile djihadiste des frères musulmans, et Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan. Ces trois personnes ont tous proclamé la nécessité de rétablir le califat de gré ou de force. Ils ont tous sacralisé le djihad comme un sixième pilier de l'islam, et Saïd Qutb est le père du djihadisme. C'était l'un des grands intellectuels des frères musulmans. Il a été conseiller du guide suprême, responsable de la revue des frères musulmans. Il est enseigné partout. Et une autre personne aussi, Kardawi, qui est le coprésident et le cofondateur de toutes les structures des frères musulmans en Europe, y compris à Château-Chinon, où on forme les imams européens avec le registre des frères musulmans. Cette personne, Kardawi, dont les livres sont en vente libre, appelle à tuer les homosexuels, à les jeter dans des falaises. Il appelle à massacrer les juifs, même s'ils se cachent derrière une pierre et un arbre, l'arbre parlera pour le dénoncer. Vous imaginez le genre de littérature. Ça, c'est la littérature des frères musulmans. Et c'est très étonnant qu'on n'en parle jamais. Et les gens font même les indignés quand on ose dire que les frères musulmans, c'est la matrice du djihadisme. On ne peut même plus le dire. Les frères musulmans sont très forts. Ils sont djihadistes avec le Hamas. C'est un des leurs qui a créé Al-Qaïda avec Oussama Ben Laden. Vous savez que Abdullah Azzam, le précurseur d'Al-Qaïda, était un cadre officiel des frères musulmans. Mais tout cela est totalement passé sous silence. Et en Europe, les gouvernements et des intellectuels progressistes vous présentent de plus en plus les frères musulmans comme la solution, une sorte de solution intermédiaire entre les inèbres qui quittent l'islam et l'islamisme radical. Et vous dites, oui, c'est ça, il les présente un peu comme un pont. Et vous dites non, au contraire, ils sont dangereux derrière. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Bien sûr. C'est les textes de Hassan el-Banna, de Saïd Qutb, de Kardawi et de Saïd Ramadan, ces quatre grands inspirateurs, concepteurs de l'idéologie des frères musulmans, ont tous sacraliser le djihad. Mais ce qui n'est pas connu dans la grande presse qui va faire cette distinction, c'est que les frères musulmans sont eux-mêmes des salafistes. La fameuse distinction, il y a les salafistes d'un côté, les frères musulmans de l'autre. Les frères musulmans, c'est des salafistes réformistes qui veulent, en gros, ils sont un peu plus malins. Ils mettent des cravates et en Europe, là où c'est pas utile de tuer, Kardawi d'ailleurs l'a même dit. Il a dit le djihad est utile en Syrie, en Israël, à Gaza, contre les sionistes, mais en Europe, ce serait stupide puisqu'on peut progresser pacifiquement. Donc ils ne sont pas contre le djihad, ils sont contre le djihad là où c'est pas utile. Mais en fait, leur idéologie vénère le djihad et aussi le rétablissement du califat. On en parlait tout à l'heure, monsieur Huyghe en parlait, mais le califat, c'est pas Daesh qui l'a inventé, le mythe de rétablissement du califat. C'est la base de l'idéologie des frères musulmans. Il faut relire
les 50 propositions de Hassan el-Banna, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Alors justement, Alexandre Delval, François Bernard Huyghe et Noam Anouar veulent réagir à ce que vous dites. Et François Bernard Huyghe, oui, alors, on ne peut pas nier qu'il y ait une influence des frères musulmans, notamment sur Al-Qaïda. Oui. Via Zawahiri, par exemple, qui était très proche d'eux, et que Banna, Qutb, etc., étaient les auteurs qui les ont inspirés. On les trouve un petit peu moins dans la littérature de Daesh qui prétend revenir encore plus au texte, etc. Mais c'est absolument la même filiation idéologique, la même branche de l'arbre, pour reprendre l'image utilisée. Alors, si vous voulez remonter, il faudrait remonter au on va pas remonter. On va pas faire un débat théologique. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir derrière, est-ce qu'il y a un danger, quoi. Oui. Non, mais ce que vous oubliez tous, c'est que Saïd Qutb est la référence suprême. Même à Daesh, on cite Saïd Qutb, qui est le créateur du djihadisme et qui était un grand penseur des frères musulmans. Même les frères Kouachi lisaient Saïd Qutb, il faut quand même le rappeler. Voilà, les frères Kouachi étaient affiliés à Al-Qaïda, par contre, ils n'étaient pas à l'État islamique. Il faudrait une nuance, puisque c'est l'anniversaire. Mais même Koulibaly, on a retrouvé des littératures de Saïd Qutb dans les perquisitions, dans de nombreux cas de terroristes, à la fois de Daesh et d'Al-Qaïda. Les passerelles sont beaucoup plus importantes que vous pensez. Et aujourd'hui, en Libye, vous savez qui accueille des djihadistes de Daesh aujourd'hui en Libye, avec bien sûr la caution des services secrets turcs. Eh bien, on a des frères musulmans de Tripoli et les milices islamistes de Misrata liées aux frères musulmans qui sont en train d'accueillir des miliciens et de Daesh et d'Al-Qaïda. Et à Idlib, là où on a retrouvé Baghdadi, c'était un lieu où sévissaient des gens d'Al-Qaïda, mais avec supervision turque, qui eux-mêmes sont liés aux frères musulmans. Les passerelles entre Al-Qaïda, Daesh et frères musulmans, bien sûr, ils sont très différents parfois. Mais parfois, ils coopèrent entre eux. Il y a des passerelles, il y a des transferts au sens propre, puisqu'aujourd'hui, on les transfère en Libye et ils vont arriver dans les flux de clandestins beaucoup plus facilement maintenant en Europe. Oui, Noam Anouar, merci de cet éclairage sur les frères musulmans. Et je recommande la lecture de ce livre, le projet Alexandre Delval que vous avez fait avec un co-auteur. Je n'ai plus le nom, mais oui, effectivement, il fait des rappels historiques sur l'histoire la doctrine des frères musulmans. C'est vrai que Hassan el-Banna est le grand-père de Tariq Ramadan, côté maternel. Maintenant, sortons du cadre libyen, des services secrets turcs, etc. et intéressons-nous à la France, puisqu'on est là pour en parler aujourd'hui. Et les frères musulmans qui sont infiltrés en France. Alors, les frères musulmans, on va dire qu'il est démontré que ce qu'on appelait autrefois l'UOIF, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, les musulmans de France, est la vitrine française du parti des frères musulmans. En 2015, moi je travaillais, j'étais en service à cette époque, j'étais même sur la scène des attentats de Charlie, j'y suis allé. Il y a eu la marche du 11 janvier et le vice-président de l'UIF, Fouad Alaoui à l'époque, a fait un communiqué pour fustiger les musulmans qui auraient participé à la marche du 11 parce que Benyamin Netanyahou se trouvait en tête du cortège. Il a écrit texto « Honte à ceux qui ont défilé derrière Benyamin Netanyahou à Paris ». Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un appel à se dissocier de la mémoire des victimes. Et ces gens ont été reçus. C'est-à-dire que par la suite, quand on a créé l'instance dite du 15 juin au ministère de l'Intérieur pour représenter l'islam de France, on avait environ plusieurs centaines de personnes, environ 500, et on avait un quorum d'un tiers des personnes qui étaient affiliées à l'UOIF, qui ont été acceptées par l'institution française. Un certain nombre d'élus locaux, et d'ailleurs ça se vérifie sur les élections municipales qui vont avoir lieu, ont intégré des personnes issues justement des mouvances fréristes, parce que le salafisme était apolitique, c'est-à-dire qu'il considérait que toute action justement de participation citoyenne était proscrite. Aujourd'hui, ça a changé. Bon, et là, il y a une nation. On va conclure. On a débordé un petit peu. François Bernard Huyghe. Non, mais l'influence idéologique des frères musulmans y compris sur Kouachi et Koulibaly, il y a 5 ans, c'est une menace future aussi, potentielle. Alors, non, mais évidemment, tous les gens qui font partie des associations proches de l'UOIF ou des frères musulmans ne prennent pas des kalachnikovs. Et on voit qu'il y a, si certains partent dans une voie militaire, ils prennent pas des kalachnikovs, c'est le discours qui est dangereux. Sont dans un discours dangereux, et en particulier dans un discours culpabilisant contre l'islamophobie. Un discours offensif aussi. Moi, j'ai entendu Nabil Enasri de mes oreilles dire il ne faut pas nier la dimension héroïque des jeunes partis en Syrie. On peut les comparer aux gens qui étaient allés combattre le franquisme en Espagne. Je l'ai entendu au salon de l'UOIF. Il y a une rhétorique qui est même plus ambiguë. Non, mais quand on vous dit si vous partez en Syrie, vous êtes un héros, alors qu'on
est responsable cultuel, qu'on a une audience auprès des jeunes, pour moi, vous êtes un danger public. Oui, absolument. Et cette personne a été invitée en préfecture pour représenter l'islam. Merci beaucoup. Noam Anouar. Donc la France doit savoir un flic chargé de la surveillance des islamistes, raconte chez Plomb, et l'art de la guerre idéologique, François Bernard Huyghe. Merci, on termine à plus de 90%. Oui. Vous estimez qu'il y a toujours une menace. Et dans un instant, c'est Valérie Expert qui sera avec nous. Et Michel Simès. Et Michel Simès, ouais. Ouais. Et nous demain matin. L'amour s'explique scientifiquement. Et nous, on se retrouve demain matin parce que c'est toujours un amour d'être avec vous, Cécile. Vous parlez d'amour, mon Patrick. Voilà, c'est ça. On vous embrasse. Passez une bonne journée avec Cédric. On se retrouve demain. Salut.